Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je voulais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence du Gouffre au nom de la ville de Cabreton. Je suis Claire Marsalguez et je suis l'adjointe à la culture. Et je vais prendre 1 ou 2 minutes maximum pour vous redire que cette conférence fait partie d'une programmation qu'on appelle la programmation Gouffre, qu'organise la ville depuis maintenant plusieurs années, autour de la connaissance du gouffre et la connaissance plus largement de l'océan, grâce à l'aide d'Hugo, que vous connaissez bien, d'Hugo Verlhomme. Et je voulais en profiter également pour vous donner rendez-vous. Donc il y a à peu près 3-4 conférences par an, mais cette année c'est une année particulière parce qu'on a une journée du gouffre qui va être organisée le 8 octobre prochain. Donc dans cette même salle, ici et dans la salle Océane, et qui va être une journée entière de conférences, mais aussi de rencontres, et puis d'animation qu'on est en train d'inventer et de concocter, toujours autour de l'océan et du gouffre, et avec une particularité parce qu'on va célébrer et fêter les 5 ans de jumelage avec la ville de Nazaré. Donc on va avoir la chance d'avoir des intervenants de Nazaré, on va revenir un petit peu sur ce jumelage et en quoi il consiste, et puis quelles sont les perspectives, et puis on va parler des vagues, parce qu'effectivement on a un canyon en commun, comme vous le savez sans doute, mais on a aussi ces vagues assez extraordinaires ici et là-bas, et donc on va passer un petit moment à détailler et à raconter tout ça. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à souhaiter, vous souhaiter une bonne conférence et à remercier très très chaleureusement Thierry, François et Franck d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On a hâte de vous entendre et de vous écouter, et je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec eux. Très bonne conférence à tous. Merci. Merci Claire. Donc ce soir, comme vous le savez, nous accueillons Thierry Cambalan qui est là, qui est notre héros de la soirée. Merci beaucoup Thierry d'être venu. Qui est un exemple à plus d'un titre, et pas seulement parce qu'il a surmonté tout ce qu'il a surmonté, mais aussi par son rapport à l'eau et à l'océan dont il va vous parler, et qui compte beaucoup en fait dans sa résilience. Vous verrez, c'est une histoire de poisson, d'homme-poisson. Et ce qui est assez curieux comme paradoxe, c'est que c'est en allant à la pêche que Thierry a eu l'accident qui lui a coûté ses 2 bras. Et il se retrouve aujourd'hui, alors qu'il allait pêcher des poissons, il se retrouve en homme dauphin. Et par ailleurs, la foudre qui t'a traversé, finalement, t'a laissé une espèce de feu intérieur, parce qu'il a vraiment le feu sacré. Et non seulement il a le feu sacré, mais il nage dans les eaux glacées, tout à fait comme si c'était naturel, sans combinaison, etc. Voilà, donc on a un sacré phénomène. Et autour de lui, nous avons 2 personnes qui l'entourent et qui s'occupent beaucoup de handisurf, de choses comme ça, à savoir Hervé et François, qui sont là et qui vont se présenter eux-mêmes en quelques mots. Bonsoir à tous, je m'appelle Hervé Magnifica, j'ai 57 ans, j'habite Tarnos, j'ai eu une carrière de militaire de 25 ans à la Citadelle, au régiment de Bayonne, et depuis une douzaine d'années, j'ai pris un peu de champ avec ça, et je me consacre à ma passion du surf. Donc je travaille pour des magazines que peut-être certains connaissent, Surfer Journal, Hot Dogger. J'ai commis quelques livres, dont un dernièrement avec Peyo Lissarasu, la figure du surf et de la vague Bellara. Et puis je poursuis également cette passion du surf en explorant les facettes de cet univers incroyable. Le surf, c'est un univers fantastique, hein. Il y a une culture surf, il y a de la mode surf, il y a de la musique, il y a de la littérature, c'est un univers absolument incroyable. Et une des facettes du surf, pas forcément la plus connue, c'est justement ce qu'on appelle en France le handisurf, qui permet de surfer des populations qui ont peut-être plus de mal que les autres à aller dans l'eau et à prendre des vagues. Et on se rend compte que ça leur fait un bien fou, quoi. Donc moi j'ai été confronté à travers des gens de ma famille qui souffrent de handicap, et puis aussi à travers mon vécu de militaire, à travers les blessés de guerre, blessés physiques, hein, des gens qui ont été amputés, qui ont sauté sur des mines, mais aussi et de plus en plus des blessés psychologiques, ce qu'on appelle le syndrome du stress post-traumatique, hein, et qu'on rencontre de plus en plus souvent. Et on se rend compte que le surf fait un bien fou à ces gens-là, quoi. Donc ma rencontre avec Thierry, moi je l'ai rencontré Thierry par hasard à la FNAC. Il dédicaçait son premier livre,
Et un peu par curiosité déplacée, certes, je voulais voir comment il signait quand même, hein, ça m'intriguait beaucoup, quoi. Donc j'ai discuté avec lui, il m'a parlé de sa passion nautique, et puis on s'est retrouvés un petit peu plus tard sur les spots. Et depuis, je suis son Sherpa. Lui, c'est Edmond Hillary, il conquit l'Everest, et moi, je lui facilite la tâche. Je l'aide à surfer, je l'ai aussi aidé à écrire et à publier ce beau livre qu'il vous présente aujourd'hui. Voilà, je ne veux pas plus déflorer toutes les choses magnifiques que Thierry va nous développer. Hein. Thierry, c'est un ami, c'est quelqu'un de bien et qui fait du bien autour de lui. Voilà, je cède la parole à François. Bravo, bravo. Bonsoir, François Bouffrand. Donc moi je suis de Bayonne, donc je suis pas très loin, je viens souvent chez vous surfer, surtout l'hiver du côté de Cabreton, Segor, Seignos. Je dis les trois, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et donc passionné de surf, et puis un jour un peu par hasard, en 2008, avec un copain, on s'est mis à faire surfer des enfants atteints d'autisme. Et de là est né Andy Surf. Mais je vous raconterai ça après, sinon je vais tout finir. Merci beaucoup François. Donc Thierry, maintenant je t'invite à... Déjà. Merci. Bon, bonjour à tous. Et moi, je voudrais déjà remercier la ville de Cabreton de m'accueillir dans cette superbe salle qui, je suis sûr, plaît à mon épouse parce que, les sièges sont de sa couleur préférée. Voilà. Donc, je voudrais remercier Ségolène d'avoir organisé ma présence ici ce soir. Merci à Hugo qui m'a invité, alors que nous nous connaissons que depuis quelques mois. On s'est rencontrés dans un établissement de Cabreton où je lui ai parlé de ma passion de l'océan et puis de la sortie de mon deuxième livre. Et les derniers remerciements seront pour vous, public. Merci d'être venu aujourd'hui pour assister à mon intervention. Donc une intervention où je vais vous parler de l'itinéraire de l'homme dauphin que je suis devenu grâce à la motivation, à la détermination et à l'optimisme. Alors mon but, après cette conférence, c'est que vous en sortiez en ayant pris conscience de vos possibilités à réussir dans la vie. Je ne vais pas vous parler beaucoup de handicap, parce que j'ai vraiment pas envie que vous sortiez de cette salle en pensant que vous êtes face à une personne handicapée, mais plutôt un être différent, ou si vous voulez, un homme dauphin. Alors, excusez-moi, je pense que c'est l'émotion. J'ai perdu le fil, mais bon, en général, je le retrouve toujours. Donc, il faut savoir que dans la vie est faite de 80% de ce qui vous arrive et de 20% de ce que vous décidez d'en faire. Rien n'est impossible, car nous avons tous la clé pour ouvrir la porte qui un jour peut se refermer devant nous. Mais en même temps, c'est à nous seuls de décider de nous en servir ou pas. Bon, je peux me permettre d'ajouter avec ou sans bras. L'obstacle peut nous ralentir, mais il ne doit pas nous stopper, car la même situation peut se vivre de deux façons différentes. Si elle est abordée d'une façon optimiste ou d'une façon pessimiste. Alors imaginez-vous un alpiniste qui veut gravir un haut sommet. Il va lui falloir plusieurs jours pour atteindre le camp de base, puis encore plusieurs jours à marcher et arriver près du sommet. Un obstacle l'empêche de continuer. Alors il peut décider d'arrêter, d'abandonner, ou alors il peut se dire mais j'ai pas fait tout ça pour rien, je veux quand même arriver au sommet, donc bien sûr il n'a pas le choix, il va commencer à redescendre, mais dans sa descente, il va chercher un autre chemin qui va l'amener sur une autre voie, et finalement, il va arriver au sommet. Alors l'écrivain et l'homme d'État britannique Winston Churchill disait qu'un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité.
En revanche, un optimiste, il voit une opportunité dans chaque difficulté. Quand vous vous retrouvez face à un problème, mais vous vous retrouvez face à vous-même, du coup, vous apprenez à mieux vous connaître, vous pouvez vaincre vos peurs, et vous pouvez déjà commencer à dépasser vos limites. Alors, beaucoup de personnes pensent que je n'ai pas eu de chance. Je vous dirais que c'est ce que je croyais au début, mais au fil du temps, comme l'alpiniste, j'ai pris un autre chemin, et les difficultés que j'ai rencontrées n'ont fait que renforcer ma détermination. Et ce qui m'a permis de connaître une deuxième existence. En fait, ma première vie s'est arrêtée à l'âge de 29 ans, et ma deuxième vie, sans bras, a démarré il y a maintenant 35 ans. Je peux ainsi comparer ces deux existences, et celle que je préfère, c'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez. Alors, à 29 ans, j'étais en pleine force de l'âge. Je vous rassure, je le suis toujours. J'avais une vie bien remplie, j'étais marié, j'avais une fille de 7 ans, une deuxième qui allait naître quelques mois plus tard, un travail de nuit dans la police, une activité sportive à haut niveau en tant que judoka, et une grande passion, la pêche en mer. Une passion d'ailleurs qui m'avait été communiquée par mon grand-père maternel. Et depuis mon plus jeune âge, il m'a mené sur ces lieux de pêche. Et je dois dire que déjà à l'époque, même si c'était à 5 heures du matin, pour moi ce n'était pas difficile de me lever. D'ailleurs, j'étais réveillé avant le réveil. Par contre, pour aller à l'école, c'était différent. C'était un peu plus tard, mais bon, là, il fallait me secouer. Alors, le 23 mai 1988, j'étais de service au Palais des Festivals à Cannes, où j'assurais la sécurité des vedettes lors de la montée des marches pour le 41e Festival international du film. Je finis mon travail, il est presque minuit, et là je décide d'aller manger un morceau dans un restaurant. Mais dans cette période cinématographique, la circulation est trop importante, et je ne trouve pas de place pour stationner mon véhicule. Alors, tout naturellement, je me dirige vers la rivière, que je fréquente souvent pour taquiner le bar. Je m'installe au pied d'un pont de chemin de fer, je déplie ma canne à pêche de 4 mètres, et au bout de quelques minutes, je capture un poisson de 500 grammes. J'ai juste le temps de le ramener, de le mettre dans mon sac, et j'entends la chasse de notre carnassier de l'autre côté. Alors bien sûr, je tente d'aller l'attraper, mais pour cela, il faut que je me rende de l'autre côté. Alors, je me précipite vers les escaliers qui donnent accès à la passerelle piéton, mais dans ma précipitation, je commets une grosse erreur. J'oublie de replier ma canne et arrivé en haut des marches, je suis électrisé avec le sillon de ma canne à pêche et la caténaire de train de 25 000 volts. Oui. Voilà. Ça va venir. À partir du point de contact, le courant électrique traverse le corps vers un point de retour à la Terre, un pied par exemple, ou par l'intermédiaire d'un corps conducteur. Gorgés de liquide, du sang, de l'eau, les organes comme le cerveau, les poumons, le cœur, le foie, les reins attirent le courant. Celui-ci se dirige de préférence vers eux et provoque des dommages importants. Les cellules nerveuses sont détruites. Les muscles de la poitrine se bloquent. L'air n'arrive plus dans les poumons. La victime s'asphyxie. Le cœur bat à un rythme régulier. Électrisé, il bat à un rythme désordonné et s'arrête. Le sang ne circule plus. La victime meurt rapidement. Des hémorragies importantes peuvent se produire lorsque le foie est atteint. Traversés par le courant, les reins se décomposent et libèrent des toxines qui sont de véritables poisons pour l'organisme. Au point d'entrée et de sortie du courant, la peau peut être plus ou moins gravement brûlée. Les muscles des membres peuvent également être brûlés et handicaper partiellement ou totalement la personne. Il faut préciser que plus la durée d'électrisation est importante, plus les dommages sont importants,
Et donc, plus les conséquences sur le plan de la santé sont graves. Donc la déflagration a été si importante qu'elle était entendue à des kilomètres, bien sûr, et heureusement pour moi, un ami pêcheur de longue date et se trouvait à proximité, donc alerté par le bruit. Dans un premier temps, il a essayé de m'appeler, mais comme je ne répondais pas, il m'a rejoint sur le pont, et là, bien sûr, il m'a retrouvé allongé en travers de la voie ferrée, inanimé et en flammes. Donc son premier réflexe, bien sûr, a été de se jeter sur moi pour éteindre le feu, puis de me tirer rapidement sur le côté. Il ne savait pas encore que la ligne de chemin de fer avait été coupée de Marseille jusqu'à la frontière italienne. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris connaissance. Alors, un court instant, j'ai eu l'impression d'avoir vécu un cauchemar. Mais bien sûr, très rapidement, les douleurs étaient tellement importantes, j'ai réalisé que j'étais dans la réalité. Et là, mon ami Daniel devait prévenir les secours, mais on était en 1988. Le téléphone portable était à peine à ses débuts, que le premier réseau mobile français est né en 1986. Et là, il a eu un réflexe incroyable, qui a été vraiment déterminant pour la suite. Il n'a pas hésité, dès qu'il a entendu un véhicule s'approcher, qui allait s'engager sous le pont, il a sauté d'en haut du pont, d'une hauteur de 5 mètres, pour arrêter le véhicule et que les occupants puissent aller prévenir le secours. Alors grâce à ce geste héroïque, je suis transporté rapidement à l'hôpital de Cannes, mais ça n'a pas suffi parce que mon cas était bien trop grave et il ne pouvait pas y être traité. Donc en pleine nuit, j'ai rejoint l'hôpital de Marseille en ambulance. J'ai rejoint le service des grands brûlés et c'est là dans ce service que j'ai compris la gravité de la situation, tout d'abord par les mines désespérées de mes visiteurs, et puis par le fait que je n'arrivais pas à soulever mes bras. Moi, je voulais leur faire un signe de la main pour les rassurer, mais mes bras semblaient peser une tonne. Alors, quand le chirurgien est venu m'annoncer l'opération qu'il allait effectuer, je n'ai pas du tout été surpris, je lui ai même répondu, je m'en doutais. Alors, je me réveille avec 2 bras en moins et un orteil en moins au pied gauche, comme la Vénus de Milo. Vous voyez ? Donc, en fait, en venant ici ce soir, vous avez économisé un voyage à Paris et une entrée au musée du Louvre. Alors, sur mon lit, je passe au service orthopédique, je quitte le service des grands brûlés, mais là, sur mon lit, je garde malgré tout une attitude positive, ce qui surprend un peu le personnel médical, même si les soins sont très douloureux. Mais moi, ce qui me chagrine, c'est que je suis obligé de rester sur mon lit à cause de mon pied gauche. Et j'avais l'habitude de faire du sport tous les jours, de bouger. Donc j'ai une idée, j'ai décidé de reprendre une activité physique en faisant des abdominaux sur mon lit. Alors toute la journée, je faisais des abdominaux. Et déjà, ça me permettait de reprendre le sport. Et en plus, je me suis dit, quand tu reprendras le judo, ça pourra toujours te servir. Sauf que je n'ai jamais trouvé de kimono avec des manches courtes et j'ai dû abandonner cette idée. Alors mon orteil a fini par cicatriser, et là j'ai pu enfin me lever, j'ai pu déambuler dans ma chambre, et mon premier réflexe a été de me diriger dans la salle de bain. Bon, c'était pas pour prendre une douche, c'était pour être confronté à l'épreuve du miroir, parce qu'en fait, j'avais jamais vu mon nouveau corps. Et là, je dois dire que quand j'ai vu mon nouveau corps pour la première fois, ça a été un choc. J'ai eu du mal à l'accepter. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un reportage que j'avais vu quelques mois auparavant sur Patrick Segal. C'était un jeune de 24 ans qui avait perdu l'usage de ses 2 jambes. Mais malgré cela, il était devenu un sportif de haut niveau. Et il voyageait dans le monde entier sur son fauteuil roulant. Mais malgré cette démonstration de résilience, je me souviens très bien ce que je pensais à ce moment-là. Je me disais qu'il me serait impossible de vivre avec le moindre handicap. Et pourtant, j'ai commencé à m'habituer à mon nouveau corps. J'ai commencé à l'accepter parce que je me voyais tous les jours. Et c'est là finalement que j'ai fait cette fameuse rencontre dont je vous ai parlé au début, avec la résilience.
Parce que d'un seul coup, j'ai complètement changé ma façon de penser. J'ai éliminé tout ce qui était négatif, tout ce qui me posait problème, et je me suis concentré sur tout ce qu'il y avait de positif. Et j'ai réalisé que j'avais de la chance, finalement, parce que j'avais une famille, j'avais une fille, j'allais en avoir une deuxième, j'allais pouvoir les voir grandir, et j'avais 2 jambes pour me déplacer. Et je dois dire que quand je faisais du judo, bien sûr, j'étais obligé de courir pour la condition physique, et pour moi, courir, c'était une vraie corvée. Et là, d'un seul coup, courir, ça devenait un privilège. Alors, je ne m'en suis pas privé, j'ai commencé à courir dans les couloirs de l'hôpital. Je faisais des footings tous les jours. Bon, je passais un peu pour un fou, mais moi, ça me permettait d'avoir une deuxième activité sportive, ça me permettait de me dépenser, ça me permettait d'oublier mon handicap. Et à tel point qu'un jour, je faisais un footing tranquillement dans le couloir, et puis il y a un patient qui sort de sa chambre, il se précipite vers moi. Bien sûr, moi je croyais qu'il allait me demander qu'est-ce qu'il avait bien pu m'arriver, mais non, bien au contraire. Il avait sa main gauche qui était bandée, et il me tend sa main gauche, il me dit « Monsieur, vous avez vu, je viens d'être amputé de l'auriculaire de la main gauche. » J'étais un peu surpris par sa démarche, mais plutôt de lui faire remarquer que moi, il me manquait 11 doigts. J'ai usé de bienveillance, je l'ai rassuré en le regardant dans les yeux, et il est reparti dans sa chambre sans ne rien remarquer. Alors j'ai compris à ce moment-là que notre attitude peut influencer le regard que les gens ont sur nous. Alors après 5 semaines d'hospitalisation, je suis transféré dans un centre de rééducation, dans l'Hérault. Donc ce centre avait pour mission de m'adapter 2 prothèses myoélectriques. Alors pour les prothèses myoélectriques, ce sont des prothèses qui fonctionnent avec la contraction des muscles. Donc, en ce qui me concerne, enfin 2 muscles antagonistes. Donc, en ce qui me concerne, le bras droit, c'était le biceps et le triceps. Et le côté gauche, comme il est plus court, c'était le pectoral et le dorsal. Donc, au départ, je suis allé dans ce centre pour ça. Mais en même temps, pour moi, c'était une aubaine, parce qu'il était en pleine nature, ce centre, et ça me permettait de pouvoir aller courir à l'extérieur, sur les routes et les chemins. Et je me rappelle que le premier jour où je suis parti courir, à mon retour, il y avait tout le personnel médical qui m'attendait sur le pas de la porte parce qu'ils étaient un peu inquiets, parce que je suis revenu au bout d'1 heure et demie. Donc le sport m'a permis de rester en vie, parce qu'en fait, il a aidé mon cœur à résister à une décharge de 25 000 volts. Et là, le sport est en train de m'aider à rebondir, à me reconstruire. Alors courir devient de plus en plus facile, il m'arrive même de partir courir pendant plusieurs heures. Et devant cette positivité que j'affichais, il y a une infirmière qui vient me voir et qui me dit « Écoute, est-ce que tu voudrais bien aller rendre visite à un jeune patient qui est rentré, mais il a été amputé du bras gauche. Il est en pleine dépression, il ne supporte pas son handicap, il parle à personne, il ne veut pas sortir de sa chambre, est-ce que tu veux bien aller le voir ?» Donc bien sûr, j'ai accepté. Alors je me suis rendu dans la chambre de Philippe, et je dois dire que quand il m'a vu, son visage a changé. D'un seul coup, il n'osait plus se plaindre. Alors j'ai entamé la conversation, on a discuté, et on a parlé de rugby. C'est un sport qui est pratiqué, c'est un sport que moi également j'avais pratiqué dans ma jeunesse. Et avant de partir, je lui propose de venir courir avec moi le lendemain. Et à ma grande surprise et satisfaction, il accepte. Alors à partir de ce jour-là, nous faisions tous les jours le footing ensemble. Et nous avons traversé des moments qui nous ont fait un peu sourire, parce que quand nous étions sur le bord de la route, Philippe me précédait, il fallait que je le surveille, le pauvre, il manquait un bras. Donc, et les automobilistes que nous croisions, d'abord ils voyaient un coureur avec un bras, et après ils voyaient un coureur sans bras. Alors je vous laisse imaginer la stupeur dans leur regard. Bon, malheureusement, on n'a jamais trouvé de coureur sans bras ni jambes pour compléter notre belle équipe. Alors c'est la première fois depuis mon accident que je me sentais utile et j'ai réalisé que j'avais peut-être un rôle à jouer dans la société, même avec mon handicap. Alors 8 mois après, je quitte ce centre de rééducation avec mes 2 prothèses. Je n'étais pas pleinement satisfait, mais le médecin a tenté de me rassurer en me disant que j'allais m'y habituer, que c'était normal, qu'au fil du temps, je considérerais les prothèses comme mes propres bras.
Et un an après l'accident, grâce à la solidarité sportive et professionnelle, je reprends le travail sur un poste aménagé au commissariat de Sète. Alors bien sûr, je manipule le clavier du standard avec ma prothèse, mais ma prothèse, elle pesait 3 kg. Donc chaque fois que j'appuyais sur une touche, je devais soulever 3 kg, mais il n'était pas question que je me plaigne, parce que j'estimais que j'avais quand même de la chance d'avoir du travail. Mais après un an d'utilisation, les prothèses ont dû partir en révision pour la garantie. Et là, mon orthopédiste m'a confectionné ce qu'on appelle une aide technique. Alors, pour le coup, ça, je peux vous le montrer. Hop là. Voilà. C'est une simple emboîture comme ça, prolongée par un stylo, pour me permettre de continuer à tenir mon poste de travail. Et en 1993, le commissariat de Sète a reçu son premier ordinateur, suite aux Jeux méditerranéens. Et bien sûr, j'ai été désigné pour m'en servir, parce que bon, il y avait la moitié du personnel qui ne voulait pas, parce qu'ils disaient « Oula, ça c'est nouveau, on ne sait pas s'en servir ». Enfin bref, il m'a fallu un peu de temps pour arriver à le maîtriser. Alors du coup, je me servais de l'ordinateur tout en continuant à répondre aux standards. Alors tout se passait plutôt bien sur le point de vue professionnel. Par contre, sur le point de vue familial, ça s'est compliqué. Et j'ai divorcé en 1995. J'ai décidé à ce moment-là de retourner à Cannes. J'avais gardé beaucoup d'amis dans le milieu sportif et professionnel, et je suis affecté à la salle de commandement du commissariat de Cannes. Donc la salle de commandement, c'est le service qui reçoit les appels pour les secours et qui envoie les véhicules sur les missions. Alors me servir de l'ordinateur, de la radio, du téléphone, pour moi ça posait aucun problème. En plus, je connaissais bien la ville parce que j'y avais travaillé de nombreuses années. Mais il y avait encore quelque chose pourquoi c'était compliqué, c'était pour m'alimenter, c'était pas facile. Donc j'avais une collègue de travail qui, tous les midis, m'aidait à prendre le repas sur mon lieu de travail. Mais un jour, cette collègue, elle est partie en congé et a demandé à son amie Patricia de la remplacer. Et Patricia m'a aidé à prendre ce premier repas et on ne s'est plus jamais quitté. Voilà. Et on s'est mariés en 1998. Alors la course à pied ne m'a jamais quitté. Je courais tous les jours, week-end compris, où je participais à des compétitions avec les coureurs valides sur des distances de 10 km au marathon. Bon, je ne sais pas s'il y a des coureurs dans la salle ou pas. Non, il n'y en a pas. Oui, un peu. Bon, c'était juste un titre indicatif. J'étais arrivé à faire 38 minutes au 10 km, 1h21 au semi-marathon et 3h04 au marathon. Voilà, sans les bras. Et là, j'ai réalisé que, voilà, justement, la motivation, la détermination, bien sûr, le travail, m'ont permis de vraiment dépasser mes limites parce que c'est des performances que je n'avais jamais réalisées avec mes deux bras. Alors, en 2004, nous faisons un voyage en Corse et nous tombons amoureux de l'île de Beauté. Nous décidons d'aller nous y installer. Donc, je demande une mutation et je suis affecté début 2005 au commissariat d'Ajaccio, à la salle de commandement, puis ensuite au service informatique. Et bien là, maintenant, c'est les chemins et les routes corses qui deviennent mes lieux d'entraînement et de compétition, jusqu'en 2008, où des problèmes de genoux m'obligent à arrêter ce sport. Et c'est là que je me dirige vers la natation, et plus précisément vers la nage avec palme. En fait, ce n'est pas un hasard si je me suis dirigé vers cette discipline, parce que bon, j'ai baigné dans l'eau depuis mes plus jeunes années. Quand j'étais petit garçon, j'habitais en Algérie, et mes parents me trempaient dans l'eau quand je ne savais pas encore marcher, et je me rappelle quand ils me sortaient de l'eau, je piquais des grosses colères. J'avais peut-être déjà compris à cette époque-là les bienfaits de l'eau salée sur mon corps. Et puis après, au fil des années, j'ai continué à nager, j'ai continué à plonger, la mer Méditerranée a toujours été présente auprès de moi tout au long de mon évolution.
Et voilà. Donc j'ai recommencé la natation et la nage avec palme. Et au cours de mes entraînements, bien sûr, rapidement, je me suis aperçu qu'en nageant en ondulation, en fait en nageant comme un dauphin, j'arrivais à suivre les nageurs valides. Alors je me suis dit, eh bien, tu vas peut-être essayer de faire comme en course à pied, tu vas peut-être essayer de participer à des compétitions avec les nageurs valides. Alors je me suis inscrit à ma première compétition, c'était une traversée, enfin c'était une course dans le golfe d'Ajaccio, c'était une épreuve de 7 km. Il y avait 14 nageurs au départ et j'ai fini 8e. Alors ce résultat m'a plutôt encouragé. Je me suis dit que peut-être en m'entraînant plus, en essayant d'avoir un matériel un peu plus performant, peut-être que je pourrais faire mieux. Et l'année d'après, j'ai reparticipé à cette même épreuve et j'ai fini premier. Alors bien sûr, ce résultat a vite fait le tour de la Corse. Et du coup, j'ai été remarqué par Franck Bruno, c'est le président de l'association Bout de Vie en Corse, une association qui aide les personnes amputées. Et il organise des stages de plongée dans le sud de la Corse. Donc il m'invite à son stage. Et bien sûr, au cours de ce stage, eh bien, il a la confirmation que je suis très aquatique, que je me débrouille bien dans l'eau. Et il me propose de réaliser un défi pour son association. Donc moi, je ne sais même pas ce que c'est. Il me dit, tu peux faire un défi de natation? J'ai dit oui, je n'ai même pas réfléchi, j'ai dit ok. Et il me propose de traverser les Bouches de Bonifacio à la nage. Donc les Bouches de Bonifacio, c'est entre la Sardaigne et la Corse. Ça représente une étendue d'eau de 16 km. Mais je savais que si j'étais déterminé, si je m'entraînais, je pouvais le faire. Donc un an plus tard, je fais cette traversée en 5h37 de nage non-stop. Et c'est là, à cette occasion-là, que j'ai chaussé ma première monopalme. Bien sûr, à l'arrivée, j'ai eu pas mal de témoignages et d'encouragement, et je me suis dit, ben, c'est peut-être ce que tu dois faire, peut-être que tu as une mission dans la vie, c'est peut-être d'essayer de faire des défis pour montrer que les choses sont possibles. Alors à partir de ce moment-là, ben, j'ai décidé tous les ans de faire un nouveau défi, de plus en plus long. J'ai même créé ma propre association, que j'ai appelée le Dauphin Corse. Pourquoi le Dauphin Corse? Parce que lors d'un entraînement sur une plage de Corse du Sud, il y avait l'ancien footballeur Pascal Olmeta qui avait une paillote, et chaque fois qu'il me voyait passer en nageant, il m'appelait « Oh Delphinou, oh Delphinou !» Donc, du coup, ça veut dire bon, Dauphin en Corse, et ce surnom m'est resté, tout le monde m'a appelé comme ça, et du coup, j'ai donné ce nom à mon association. Mais je voulais continuer quand même à faire des compétitions avec les valides, parce que mon but aussi, c'était pas de faire des défis solitaires, bien sûr, de montrer que les choses sont possibles. Mais moi, je ne me suis jamais senti comme une personne handicapée. Donc moi, je voulais faire des courses avec les valides, et un jour, il y avait un nageur de la piscine d'Ajaccio qui me parle d'une course qui se déroule à Marseille, une course qui s'appelle le défi Monte Cristo. Donc c'est une course qui fait référence au roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, donc, qui retrace l'évasion d'Edmond Dantès du château d'If pour rejoindre Marseille à la nage, donc cette course de 5 km. Il y a énormément de nageurs qui viennent de la France entière, même de l'étranger, donc notre nageur m'a dit ça serait bien que tu participes, parce que bon, en Corse c'est bien, tu as gagné une course, mais bon, le niveau il n'est pas très élevé, donc peut-être tu devrais essayer d'aller voir un peu à Marseille, voir un peu où tu te situes par rapport au monde de la natation. Donc je m'inscris à cette course. 600 nageurs sont au départ, et à ma grande surprise, et celle des organisateurs, je finis 8e au classement général et 3e au classement monopalme. Alors, quand j'arrive sur la plage, bien sûr, je suis attendu par un officiel, et là, bien sûr, moi je pense qu'il va me féliciter, et non, au contraire. Il me dit, monsieur, écoutez, c'est pas possible que vous soyez 3e, on vous a jamais vu, on vous connaît pas, vous n'êtes jamais venu à Marseille. Ben, moi, du tac au tac, je lui ai répondu, ben, c'est normal que vous ne m'ayez jamais vu, parce que pour moi, venir nager à Marseille en venant de Corse,
ça me coûte un bras. Bon, du coup, bon, le classement par puce électronique a confirmé mon classement. Mais ça m'a quand même laissé un petit goût amer dans la gorge. Alors, l'année suivante, j'ai décidé de revenir dans la cité phocéenne pour reparticiper à cette épreuve. Et là, il y avait 700 nageurs. Et j'ai encore fait 3e au classement monopale. Alors là, sur le podium, le vainqueur de l'épreuve, M. Louis Pincy, qui a été plusieurs fois champion de France, il me glisse à l'oreille, écoute, tu sais, tu nages assez vite, mais tu nages comme un fer à repasser. Bon, je n'ai pas du tout été surpris par sa démarche, parce que j'ai appris à nager tout seul. Et c'est sûr, quand je nageais en Corse, j'étais le seul à nager avec une monopale, donc tout le monde me pensait que j'étais un phénomène. Mais en fait, j'étais le seul à nager comme ça, donc... Et là, donc, Louis me dit, écoute, si tu veux, je vais te corriger, je vais t'envoyer des plans d'entraînement, et je suis sûr que tu vas progresser un jour, mais je suis sûr que tu seras devant tout le monde. Bon, j'y croyais pas trop, quand même, ça me paraissait improbable. Pourtant, 2 ans plus tard, je suis champion de France vétéran 3 dans une compétition avec les valides, sur une course de 5 km. Et en 2016, je participe à la traversée de Nice, à la nage, avec 300 nageurs valides, et Louis est au départ. Donc là, déjà, je me dis, bon, ben, ça va être compliqué. En plus, Louis revient des championnats du monde avec un titre de vice-champion du monde. Et bien, nous sommes arrivés tous les deux, ex aequo, main dans la main. Voilà. Donc pour moi, ce jour, ça restera mon plus beau souvenir, et ça restera mon plus belle performance en monopale. Et donc, j'ai fait énormément de défis, comme je vous l'ai dit. Donc, en 11 ans, à peu près, j'ai fait 13 défis de nage avec palme. Et il fallait que ça s'arrête. Donc, c'est parce que c'était quand même pas facile à organiser. Puis j'estimais que j'en avais fait beaucoup. Hein. J'avais fait 13 défis en 11 ans. Alors, j'ai décidé d'organiser mon dernier défi. En 2020, j'ai dit, tu vas faire ton dernier défi, mais pour cela, il fallait que ce soit un défi symbolique. Je ne voulais pas partir sur un défi anodin, donc je voulais faire un défi symbolique. Après, bon, quand j'en ai parlé un peu à mon entourage, je suis passé un peu encore pour un fou. Parce que je me suis dit, bon, finalement, tu as eu ton accident à Mandelieu-dans-la-Poule. Maintenant tu habites en Corse, et bien ça serait peut-être bien de revenir à Mandelieu, sur les lieux de ton accident, à la nage. Donc, ce qui représentait une distance de 180 km. Alors j'ai préparé ce défi, je me suis beaucoup entraîné. Bon, il a fallu que je demande des autorisations, donc que je construise une équipe autour de moi, parce que c'est, bien sûr, je suis accompagné par un bateau, par des skippers, par des kayakistes. Et donc, presque tout était réglé, sauf que nous étions en 2020 et il y a eu la période du confinement. Et je n'ai pas pu m'entraîner. Le bateau qui devait m'accompagner n'a pas pu être préparé, parce que ce défi était programmé pour le mois de juin. Mais plutôt que de me dire, bon, tu ne peux pas le faire, tant pis, je me suis dit, tu ne peux pas le faire, mais tu le feras quand même. Alors, je l'ai reprogrammé au mois de septembre. Et j'avais prévu un départ pour le 14 septembre. Et bien sûr, j'étais obligé de reconstruire une nouvelle équipe, parce que les premières personnes qui devaient m'accompagner n'étaient plus disponibles pour le mois de septembre. Donc, et j'appelle mon ami Daniel, l'ami qui m'a sauvé la vie, parce que je tenais absolument qu'il soit à l'arrivée, parce que j'estime que bon, s'il n'avait pas été là, je n'aurais jamais pu faire ce défi. Alors j'appelle Daniel et je lui dis, écoute, je vais faire un défi et je vais arriver aux alentours du 20, 21, 22, 23 septembre. En fait, je ne savais pas quand est-ce que j'allais arriver, parce que ça dépendait de l'état de la mer, ça dépendait des courants, il y avait trop de choses aléatoires pour que je puisse fixer une date d'arrivée. Et Daniel me dit, le 20, c'est mon anniversaire. Là, c'est mon cœur qui a parlé, c'est pas ma tête. J'ai dit, ok, j'arriverai le 20. Sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas
les difficultés que j'allais rencontrer et de me mettre une date butoir que cela représentait. Alors, donc je suis parti pour ce défi. On va vous montrer quelques images. On va raconter maintenant une histoire fabuleuse, l'odyssée extraordinaire de Thierry Corbalan. Ce sexagénaire amputé des bras il y a plus de 30 ans a décidé de traverser la Méditerranée en monopale. C'est une histoire absolument magnifique. Le dauphin corse, c'est son surnom. C'est notre grand format signé David Sandona, Hervé Pozzo et un montage extraordinaire de Guillaume. Ça on s'équilibre. Il y a un bon endroit. Ouais, on va s'équiper là en fait. Allez. Donc là je prends le tuba bleu. Ouais. Les lunettes là qui sont déjà sorties. Ouais, c'est là. Ouais, le bonnet rouge. L'avantage sur le rouge, il se voit bien. À quelques jours de son ultime défi, Thierry Corbalan et son ami Lionel peaufinent les derniers détails. Beaucoup d'heures de nage, beaucoup de répétitions avec le kayakiste parce qu'il faut qu'on soit synchro. Voilà, après le jour du défi, il ne faut pas qu'on se cherche et voilà, il faut que tout soit réglé parce qu'on perde le moins de temps possible. À 61 ans, il se prépare à traverser la Méditerranée avec sa monopale. Allez, c'est parti! Quand on le voit nager, on comprend mieux son surnom, le dauphin corse. Cette nage si particulière, il la pratique depuis un terrible accident. Le 23 mai 1988, en pleine séance de pêche, sa canne se prend dans une ligne à haute tension. Il est électrisé. Thierry s'en sort miraculeusement, mais les médecins l'amputent des 2 bras. Commence alors une vie hors norme. J'ai débuté il y a 11 ans par mon premier défi et je me suis aperçu que je pouvais donner espoir aux gens en montrant que malgré un handicap, la vie peut continuer. Calvi, point de départ de son odyssée. Comment dire? Moi, c'est pas facile. Là, ça va, mais je crois que c'est tout à l'heure, ça ira un petit peu moins bien. Mais bon. C'est qu'il y a toujours un peu de stress parce que moi, je n'ai pas encore de repères sur 30 km par jour, quoi. 30 à 35 km par jour, sur 6 jours consécutifs, donc je n'ai pas de repères. On verra. Et c'est pour ça que ça s'appelle un défi, hein, c'est parce que je ne sais pas si je peux le réussir. T'inquiète pas. Attends, hein? T'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est bien. Calvi, Mandelieu-la-Napoule. 180 km de distance. L'objectif est de les parcourir en 7 jours. Très vite, les conditions se durcissent, la mer est déchaînée. Thierry est déjà en souffrance, pourtant il n'a pas encore bouclé sa première journée. Ouais. 1, 2, 3, c'est bon. C'est dans de la joie. Tu vas y aller. C'est les conditions qui font que c'est tout pénible. Non, sinon ça va. Depuis toujours, le mental, c'est la force de Thierry Corbalan. Il doit nager 10 heures par jour pour être dans les temps. Les kilomètres défilent, mais petit à petit, le corps s'abîme. Les frottements avec sa monopale, mais l'eau salée, attaquent les pieds du champion. Mais le pire est à venir. 3e jour de nage, le dauphin corse est à bout de force.
L'aventure est sur le point de s'arrêter. C'est dur à lui faire comprendre et à lui faire aider à ne pas non plus aller au-delà de ses limites. Il faut qu'il sache aussi écouter son corps. Sinon, il se met tellement dans une phase de... Il n'y a plus que lui qui compte. Au matin du 4e jour, Thierry arrive de nouveau à manger et à boire. Allez, moi, pareil. Le soleil est de retour, la mer d'huile et le continent se rapprochent. À Mandelieu, un homme fait les 100 pas. Il s'agit de Daniel. Il y a 32 ans, il a sauvé la vie de Thierry Corbalan. Il était là le jour de l'accident. Moi, j'ai vécu des moments, il venait d'être électrocuté, je l'ai tenu dans mes bras, hein, le temps que les pompiers arrivent, quoi. Je l'ai sorti de la voie. Enfin, je ne préfère plus en parler parce que c'est ouf. Excusez-moi. Une centaine de personnes attendent Thierry sur la plage. Aux premières loges, Patricia, son épouse. J'en peux plus là, j'ai mal au cœur, j'ai envie de vomir. Voilà, puis j'ai envie de le voir également. Après 6 jours et 6 nuits d'une traversée éprouvante, Thierry Corbalan met un point final à son aventure. Bon anniversaire. T'as été un peu long quand même, hein. Bon anniversaire. Je pouvais pas arriver plus tôt. Je voulais te faire ce cadeau, mais je suis fier de l'avoir fait. J'en ai vu, toi. Oui, c'est vrai. Il l'a promis, les défis c'est terminé, mais pas question d'abandonner sa grande passion pour la natation. Si vous passez un jour dans la baie d'Ajaccio, vous croiserez certainement Thierry Corbalan, le dauphin corse. C'est tellement Stade 2, c'est une magnifique histoire. Et ce défi avait également un but écologique, parce que pendant toute sa traversée, on a ramassé, enfin, ils ont ramassé tous les déchets qu'ils ont trouvés sur notre passage, hein, et arrivé à Mandelieu, quand même, on a pu déposer 200 kilos de plastique, de matériaux divers qui traînaient dans l'eau. Et voilà, on a voulu essayer de montrer que la mer n'est pas une poubelle. Voilà. Et on a trop tendance aussi à croire que tout ce qu'on trouve dans l'eau, c'est des gens qui jettent des bateaux. Oui, c'est ce qui se passe. Mais 80% de ce qu'on retrouve en mer, ça vient de la terre aussi. Donc c'est tracté par les rivières, par les fleuves. Donc voilà, on voulait essayer de montrer ça, hein, d'essayer de sensibiliser les gens. Et en même temps, on a fait aussi une opération pour la protection des cétacés en Méditerranée. Donc on a installé sur le bateau un système qui permettait de détecter les cétacés, parce qu'il faut savoir que chaque année, en hiver, il y a 700 cétacés qui sont percutés par les bateaux, et en été 2000. Donc maintenant, sur les bateaux, on peut installer des systèmes qui permettent de les repérer et d'avertir les autres embarcations pour éviter ce carnage. Ouais, c'était la petite parenthèse. Et donc après toutes ces années,
j'ai vraiment l'impression d'être arrivé au bout d'un cycle sportif et relationnel en Corse. Et j'ai envie de partager mes aventures et à travers des conférences, bien sûr, et avec un public beaucoup plus large, parce qu'en Corse, déjà, bon, c'est pas très grand. Et en plus, l'insularité pose un gros problème pour se déplacer. Donc pour moi, pour me déplacer, c'était un gros problème. Donc on a décidé de retraverser la mer Méditerranée, mais cette fois-ci dans un ferry, pour nous installer dans les Landes. Donc après, c'est pas un hasard si on s'est installé dans les Landes, hein, parce que Patricia, mon épouse, y a vécu quand elle était petite, et elle m'y a mené régulièrement en vacances, donc j'appréciais beaucoup cette région. Donc nous sommes installés dans les Landes, et puis bon, il m'a fallu très peu de temps pour aller vers l'océan pour tremper ma monopale. Mais en même temps, je voulais aussi continuer la compétition, et pour cela, ben, il fallait que je m'inscrive dans un club. Alors finalement, je me suis inscrit au club de Pau, au Pau Sub Aquapalm, pour débuter cette activité en piscine. Et pour moi, la nage avec palme en piscine, eh c'était une première. C'était un vrai challenge, parce que si je voulais faire de la compétition, ben, il fallait que j'apprenne à faire les virages culbutes, une monopalme au pied. C'est pas déjà très évident, mais sans bras, je pense que ça l'est encore moins. Et il fallait que j'apprenne aussi à plonger du clos de départ. Mais après quelques séances, je suis arrivé à peu près à maîtriser ces deux techniques. Ouais, n'est-ce pas? Voilà, il y a des collègues du club là. Et donc j'ai commencé à faire ma première compétition. Et puis me voilà inscrit au championnat de France de nage avec palme avec les valides. Et j'ai obtenu d'ailleurs 3 médailles en individuel. Et d'ailleurs une médaille d'or au relais 4 fois 100 mètres en vétéran 3 de mon équipe de Pau. Alors ce changement d'environnement aussi m'a mis sur le chemin de l'association Handisurf, basée à Bayonne. Et son fondateur, Jean-Marc Saint-Jour, m'invite à animer une conférence auprès des futurs animateurs Handisurf. Et à la fin de la conférence, Jean-Marc me dit « Écoute, si tu veux, je peux te faire surfer. » Voilà, je l'ai regardé en souriant et il m'a dit « Si, je t'assure, je peux te faire surfer. » Alors j'ai été séduit par sa proposition et me voilà inscrit à un stage d'initiation à Hendaye un mois plus tard. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai eu besoin d'une personne extérieure pour comprendre que c'était possible. Alors le but, c'est de me faire surfer, mais bien sûr en restant allongé sur la planche, hein, parce que je ne peux pas me lever, et de bénéficier de l'aide d'un guide qui me poussera sur la vague pour que je puisse l'apprendre. Et dès mon premier essai, Jean-Marc est bluffé, parce que j'arrive à prendre la vague, j'arrive à la suivre, et en faisant de petits virages, bon, il faut dire que ma longue expérience en mer et en monopale m'a aidé quand même à bien connaître ce milieu et de m'y sentir à l'aise et avoir la lecture des vagues. Et un jour, lors d'une séance de dédicace, comme vous l'a dit Hervé tout à l'heure, j'ai rencontré M. Hervé, Magnifica, qui m'a proposé de m'aider dans mes entraînements. Et du coup, régulièrement, quand je vais m'entraîner, il est à mes côtés. Et en même temps, il m'a présenté Édouard Dudoré de la société Decathlon à Hendaye, qui m'a proposé aussi d'améliorer ma planche pour être plus autonome sur les vagues. Donc, c'est ce qu'il a fait. J'ai été aussi invité à ma première compétition de surf par M. Zancanaro avec le Santocha à l'occasion de l'Open des forces de sécurité. Ouais, en tant qu'ancien policier, il m'a invité
Voilà, j'étais en tant qu'invité, donc j'ai participé à cette compétition. Donc ça m'a permis de voir un peu ce qu'était une compétition de surf. Et un mois plus tard, me voilà inscrit au championnat de France de parasurf qui se déroule à Hendaye. À Biarritz, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Hendaye. Voilà. Ouais, parce que j'ai tellement surfé à Hendaye. Donc, ce championnat de France de parasurf à Hendaye. Et à ma grande surprise, mais grâce encore à la motivation, à la détermination, et puis surtout aux belles rencontres que j'ai pu faire, et bien, je suis sacré champion de France de parasurf en catégorie Pro 2. Donc cet accident, pour moi, je pense que ça a été une révélation. Je pense qu'il ne m'est pas arrivé par hasard. Je pense qu'il m'est arrivé pour que je sois là aujourd'hui devant vous, pour que j'accomplisse une mission, aussi pour que je rencontre la femme qui me rend heureux depuis 25 ans. Alors, pour tout ça, moi je dis merci à la vie d'avoir décidé pour moi le 23 mai 1988. Puis là, peut-être je vais vous poser une petite devinette. On va voir s'il y a quelqu'un qui trouve. Hervé, tu n'as pas le droit de répondre. Voilà. Je vous ai dit que l'accident, je l'ai eu l'année du Festival de Cannes, 1988, 41e Festival de Cannes. Et les portables sont interdits pour regarder sur Google. Voilà. Quel en était le fil d'ouverture? C'est ça. Donc, coïncidence ou pas, moi je ne crois pas. Voilà. Et je finirai par ma citation qui dit que même si la vie ne vous a pas fait de cadeau, elle a le mérite de vous permettre de rebondir si vous restez positif. Voilà. Merci. Je voulais juste vous... Ah pardon. Ah voilà. Voilà, je voulais expliquer l'histoire de ce dauphin là, parce que en fait, ce dauphin, c'est Winter Dauphin, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient, c'est en Floride, hein, c'est un dauphin qui a eu la queue qui a été prise par un piège à crabe, donc qui a eu la queue sectionnée. Et il faut savoir qu'un dauphin qui a la queue sectionnée, ben, il est voué à mourir, hein, parce qu'il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas s'alimenter. Donc il a été récupéré en Floride et on lui a fait une prothèse. Donc c'est peut-être là la diapositive d'après. Voilà, on lui a fait une prothèse et j'ai trouvé que nos histoires se ressemblaient un peu parce que voilà, du coup on lui a mis une prothèse, il a pu évoluer et lui aussi il a rencontré l'amour. Voilà. Donc j'ai trouvé que nos deux histoires se ressemblaient. Voilà, mais merci. Merci Thierry, tu restes avec nous si tu veux bien. Donc on va demander à Hervé Magnificat et à François Gouffran de nous parler un petit peu de leur travail justement par rapport au handicap et au surf. Donc Hervé, si tu veux bien nous expliquer un peu ton travail. Moi je serai assez bref parce que ce que je fais, ça s'inscrit dans le cadre d'un handisurf que va présenter François. Mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je suis président d'un club de surf de la citadelle de Bayonne qui s'appelle le Chimère Surf Club. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on cherche à mener des actions au profit des blessés de guerre et des personnes en situation de handicap. À ce titre-là, on a des adhérents comme Thierry, notre tête de gondole. On a aussi d'autres adhérents qui, eux, vivent dans la douleur et dans la peine. Et le but, c'est d'essayer d'améliorer leur situation et leur traumatisme en les faisant surfer, quoi. Donc à ce titre-là, je me suis rapproché de l'association HandiSurf. On va être labellisé bientôt HandiSurf. On est quelques-uns à avoir suivi la formation. Et ça s'inscrit dans ce cadre-là, quoi. Le but, c'est le surf. Tous ceux qui surfent le savent, le surf, ça fait du bien. C'est une parenthèse de temps suspendu où on oublie ses soucis. Eh bien aussi, c'est une façon, je crois, c'est ce que dit HandiSurf, le handicap se dissout dans l'eau. Donc je vais laisser la parole à François, qui a fondé cette belle association et qui est à l'origine de beaucoup des choses qu'on a pu faire et que vous a présenté Thierry.
Bon, je vais essayer de nous intéresser après ce qu'on vient de voir quand même. Passer après Thierry comme ça, c'est quand même un peu... Ce sont un peu petits, tous. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de partager. Et c'est ce que fait Thierry avec vous ce soir. Et c'est un petit peu l'histoire d'Andy Surf. Andy Surf, c'est une histoire de copain. En 2008, un soir, je rentre. Je ne peux pas me coucher parce que je ne sais pas conduire. Parce que j'ai un peu trop bu, ça tourne un peu, donc je n'arrive pas à dormir. Je regarde la télé et je vois un reportage sur une association au Mexique qui fait surfer des enfants atteints de troubles autistiques. 2-3 jours après, je rencontre un copain médecin qui a vu le même reportage et il me dit, et on se dit, il faut faire quelque chose. Pourquoi on ne l'essaierait pas? On n'est pas touché par des enfants autistes autour de nous, ni rien du tout. Hein. Et on se dit, ok, bon, je dis, moi je suis surfeur, je vais trouver un ou deux profs de surf, du matériel, etc. Toi, va voir avec tes collègues dans des centres comment faire venir et attirer quelques enfants. Et j'appelle un de mes copains, Jean-Marc Saint-Jour, vous avez vu un petit peu en photo, qui s'occupait de l'Aviron Bayonnais Surf Club. Et je lui dis, voilà ce qu'on a vu, etc. J'aurais besoin d'un ou deux moniteurs, de planches, etc. Et il me dit, bon, ok, d'accord. Il me dit, bah, ça peut te rendre un coup de main, ok. Et comme ça, on fait surfer la première fois 3 enfants, 3 jeunes autistes. Et on le fait un peu comme on était, avec nos gestes de papa, de surfeur, etc. Et puis très vite, on se rend compte, au moins pour 2 des 3 qui commencent à prendre des vagues allongées, à genoux, mais on se rend compte qu'ils rigolent, comme nos enfants rigolent quand ils s'amusent. Puis après, on voit les mamans qui pleurent sur la plage. En fait, ce jour-là, on était 8. On était anglais, il n'y avait personne, on était entre nous. Et les mères, elles nous disent de suite, elles disent, il faut recommencer les gars. Là, on les a jamais vus comme ça. Okay. Donc on fait ça 2-3 jours. 3 mois après, on refait comme ça 2-3 après-midi. Et finalement, comme ça, pendant un petit moment, pendant 1 an, on fait que des petites sorties, mais un petit peu, j'ai envie de dire, au coin d'une plage, avant ou après la saison, quand il n'y a pas trop de monde sur la plage. Et puis on se dit au bout d'un moment, bon, il faut quand même qu'on a des bénévoles qui viennent tout le temps, mais bon, ça serait qu'on achète un peu de matériel, etc. On crée une première association qui s'appelle Des Vagues et des Enfants. Et on essaie comme ça de capter quelques petites subventions, quelques petits trucs pour défrayer des bénévoles, et ça marche. Et comme ça, on fait sortir à peu près une quinzaine d'enfants. Et puis en 2011, Jean-Marc, qui au début a fait ça juste pour m'aider, ben, le virus se prend, et il dit, bon, il faut qu'on passe à autre chose. Nous, c'est bien, on le fait, mais il faut qu'on apprenne aux autres à le faire. Comme ça, le plus grand nombre pourra en bénéficier. Voilà. Et de là est né, en fait, Andy Surf. Là, l'association s'est transformée en Association nationale Andy Surf. Et la Fédération française de surf nous a donné une délégation pour s'occuper du parasurf, parce qu'ils ne savaient pas trop par où prendre le bout. Il y avait eu une tentative, ça s'arrêtait, ça reprenait, etc. Et là, du coup, là, c'est là où Jean-Marc Saint-Jour a été très bon, et il en est le directeur aujourd'hui, directeur salarié, hein, depuis quelques années, il fait ça à temps plein. C'est que cette formation a été montée avec des professionnels de différents handicaps, des professionnels de surf, de la pédagogie, pour pouvoir donner à des professeurs de surf dans des écoles un certain nombre un peu de savoir pour savoir comment prendre en charge différents types de handicaps. Alors, il y a de nombreux profs de surf qui, sans cette formation, savent très bien en charge parce que c'est une histoire de feeling aussi. Mais il y a quand même un enseignement et des bases techniques. Comme nous, on s'est rendu compte que, notamment avec les enfants autistes, qu'on faisait des choses à l'envers. Avec notre gosse, quand on lui apprend quelque chose, on se dit, bon, je lui dis une fois, il ne comprend pas, je reformule, je dis d'une autre manière, je dis d'une troisième manière, pour que ça rentre. Et avec un enfant atteint de troubles autistiques, c'était souvent, surtout, toujours dire les mêmes mots, bon, c'est des détails, mais il y avait quand même pas mal de choses sur lesquelles on voyait avec les éducateurs qu'on ne savait rien et qu'on avait des choses à apprendre. Donc à partir de 2011, cette formation est mise en place, et comme ça, on a commencé à labelliser des profs de surf, donc leurs écoles, pour qu'ils puissent être visibles par des associations de leur région, pour qu'ils soient mis en contact, pour qu'ensuite des associations prennent le relais et s'autonomisent avec ces écoles de surf, puisque le but c'était bien ça, c'était un essaimage pour que chaque professeur ou association d'un territoire puisse être autonome et vivre leur vie. Et qu'ensuite, ce fait, des personnes en situation de handicap ne soient plus stigmatisées par un handicap. Rien du tout. Elles sont dans un club de surf, une école de surf, elles vivent leur vie de surfeur, parce que dans un club de surf, il y a des bons surfeurs, des moyens surfeurs, des très bons, il y a de tout. Et là, c'est pareil. Et le surf est un sport qui permet ça. C'est qu'on se retrouve bien dans nos vies de club ou de groupe de surfeurs, il y a tout niveau. Mais là, c'est pareil. Et que quelqu'un soit différent ou pas,
En fait, on est tous un peu différents. Et finalement, quand on voit l'exemple de Thierry, on se demande qui c'est qui a un handicap ici dans la salle. Il y a peut-être certains avoir des handicaps qu'on n'a pas su dépasser. Et forcément, son témoignage nous amène à des réflexions. Je reviens en e-surf. Ensuite, on s'est dit, il faut qu'on ait des ambassadeurs. Parce qu'on a rencontré, donc on allait dans des centres, on rencontrait des personnes en situation de handicap qui n'osaient pas. Et donc, la compétition est revenue dans la tête de certains surfeurs, des championnats de France, des championnats du monde. Et en 2015, on est allé au premier championnat du monde de parasurf aux États-Unis avec la première équipe de France. Et l'idée, alors, ça c'est pour quelques surfeurs, pour quelques personnes, c'était un moyen, c'est pas un but. C'est pas un but, c'est sympa, c'est rigolo. Je suis un ancien compétiteur, ça me fait plaisir aussi de faire du coaching et tout. Mais l'idée, c'est d'avoir des ambassadeurs qui puissent parler à des personnes qui n'ont absolument pas envie de faire de compétition, mais avoir une certaine visibilité, qui se disent, tiens, moi aussi, je peux y aller, je peux le faire, je n'ai pas peur, je ne vais pas noyer, etc., etc. Parce que bien évidemment, oui, je pense que vous avez compris, c'est tout type de handicap. Hein. C'était à partir de 2011, ce n'était plus uniquement des enfants ou des personnes autistes, c'était vraiment tout type de handicap, avec matériel adapté, etc. Donc voilà, depuis ça, donc ça a démarré en 2008, vers 2017, 16-17, on a eu des partenaires, parce qu'évidemment, quand il n'y a pas de partenaires, s'il n'y a pas des financements, on fait des choses bien, hein, mais comme on faisait, c'était petit. On a eu des partenaires financiers importants qui font qu'aujourd'hui, on a 3 salariés, dont Jean-Marc Saint-Jour, qui travaille chez Dassault. Ouais, démissionner de chez Dassault, c'est rare, hein, chez nous. Hein. Démissionne de chez Dassault et il devient directeur d'Andy Surf et il s'occupe à temps plein et demi, souvent je vous l'ai dit, hein, il s'occupe d'Andy Surf. Voilà, donc ce soir Jean-Marc n'est pas là puisqu'il est sur un autre événement, inclusif, où justement c'est un partage de savoir-faire entre différentes associations européennes. Mais on tenait à être présent ce soir et à participer à cet événement organisé par Cabreton. Voilà, je vais vous faire passer un petit film, 4 minutes, et qui va vous montrer un petit peu ce qui se passe dans le cadre d'Andy Surf. C'est le dernier film qu'on a fait avec la Massif, qui est notre partenaire majeur depuis quelques années. Andy Surf, c'est une association nationale. C'est une association qui a formé plus de 330 moniteurs de surf partout en France, bénévoles confondus, qui accueille près de 3500 personnes en situation de handicap par an. Aujourd'hui, on va accueillir environ une cinquantaine d'enfants en situation de handicap et adultes, tout type de handicap confondu, tout type de niveau. Et c'est le plus gros week-end Andy Surf de l'année. Le départ, c'est les danses aquatiques. On va d'abord les mettre dans l'eau, prendre la température. On va prendre les planches maintenant, on va les pousser dans l'eau. Même s'ils tombent, on n'a pas de peur en fait. Il y a toujours avec la joie, la bonne humeur, ils vivent le moment présent. Ils pensent pas, ils pensent au surf, c'est tout. Donc ils se sentent bien, Le style et de l'être avec notre pote et notre prof. Chaque année, c'est la journée qu'on attend, ça leur rend heureux. C'est notre joie de vivre ça. Le Andy Surf, notre devise, c'est le handicap qui se dissout dans l'eau. La sensation de se redresser, de vraiment penser qu'à la vague, c'est magique. C'est un des seuls sports qui m'a permis de vraiment oublier mon handicap et penser qu'à mes problèmes. Salut Alain! Moi je suis fière de ce qu'elle fait et qu'elle soit fière elle aussi de ce qu'elle fait. Il y a le sentiment de réussir quelque chose. C'est important pour l'autonomie, parce que la fierté, la reconnaissance des gens, tout ça en fait, ça va lui donner confiance. Et la confiance va l'amener à l'autonomie même dans la vie de tous les jours.
par le surf, on essaie souvent de trouver la performance, et chose que j'oublie totalement quand je fais de l'handisurf, justement, c'est ça qui m'a vraiment plu, le côté émotion et partage. Ça y est. Ah ouais. Et on y arrive. En fait, on y arrive. Et de voir finalement que même il prend plaisir. Et les progrès, c'est... Voilà. C'est toute la joie que les parents ont sur tous ces moments difficiles, toutes ces années difficiles, ce combat au quotidien. En fait, Handisurf fait ça. Et on l'a créé pour ça, donc du coup, voilà, on est super heureux. C'est un moment qui va rester gravé dans notre mémoire. Avec Handisurf, on se retrouve proche des personnes en situation de handicap, proche des aidants. Et là, on se rend compte que quand à un moment donné, l'association prend le relais des parents, les enfants s'y retrouvent, les parents s'y retrouvent, et certainement que demain, quand ils vont se retrouver dans le quotidien, eh bien, il y aura quelque chose de plus, encore un petit mieux. Avec la Massif, on se retrouve sur beaucoup de choses. On va se retrouver sur les personnes en situation de handicap, on va se retrouver sur les aidants et sur l'inclusion qu'on peut apporter sur les territoires. Bon. Et on verra. Quand vous avez rien à rajouter, vous avez tout vu et tout ce que vous avez. Voilà, si jamais vous voulez poser des questions, c'est le moment. Monsieur. Bon, une question pour Thierry. Oui. Bonsoir Olivier d'Anglette, merci pour cette belle conférence. À Hawaï, il y a un surfeur qui s'appelle Titus Kanimaka et qui est tombé dans une très grosse vague qui s'appelle Waimea. Et la vague lui a cassé la jambe, le pied lui a tapé derrière l'oreille. Sa jambe s'est recalcifiée à une vitesse incroyable, les médecins ne l'expliquent pas. Et lui dit que c'est par la force de son esprit. Vous avez occulté la partie handicap ce soir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce que vous pensez être la force de votre mental, de votre esprit sur votre physiologie? Si vous savez, si vous pouvez dire quelque chose. À vrai dire, je ne sais pas trop, mais bon, je pense que ma physiologie suit mon mental, quoi. Quand vous étiez blessé sur le bateau, est-ce que c'était insupportable et que vous avez l'impression d'avoir été capable de mener une rémission plus rapide par la force de l'esprit ou ce genre de choses? Ben non, parce que moi je suis de nature à ne rien lâcher. Donc quoi qu'il puisse m'arriver, même si j'étais dans la souffrance, parce que là comme on le voit sur le bateau, à un moment j'avais les pieds qui étaient en sang. Et chaque fois que je mettais la monopale, je souffrais, mais au bout d'un moment, j'y pensais plus. Mon esprit avait d'autres priorités que la douleur, et je ne la ressentais plus, quoi, en fait. En fait, ce que je dis souvent, c'est que voilà, il faut changer sa façon de penser, il faut amener son esprit ailleurs, et c'est comme par rapport, c'est toujours, je fais toujours cette réflexion aussi par rapport à l'eau froide. Des fois, quand on rentre dans l'eau, on se dit elle est froide, donc forcément, si on dit elle est froide, déjà on va la trouver froide. Et donc moi je dis, si l'objectif par exemple c'est d'aller à une bouée et de revenir, si on garde cet objectif en tête, et on oublie que l'eau est froide finalement. On se dit je vais à la bouée, on s'en rapproche, et quand on est arrivé, finalement l'eau était peut-être froide, mais on ne l'a pas senti. Donc je pense que c'est au niveau de l'esprit, l'esprit peut faire beaucoup de choses. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Ne partez pas avec des questions, hein. Il faut partir avec des réponses d'ici. Oui. Pour signer? Ah, je te montrerai ça tout à l'heure. Là. Vous avez le petit bras que j'ai montré tout à l'heure? Au bout, il y a un stylo, et je signe avec ce stylo, avec mon bras. Et j'ai le même système pour conduire aussi. Voilà. Je l'ai sur la voiture et je peux tourner le volant. Je peux jouer au ping-pong, je peux jouer à la pétanque. Vous avez vu? En fait, avec juste ce petit système, et puis après je peux taper sur l'ordinateur aussi. Je me sers de l'ordinateur avec ce système. Oui?
par rapport au tuba, est-ce que vous apprenez aussi à respirer par rapport aux vagues parce que... Non, après, quand il y a une vague qui passe par-dessus, qu'il y a l'eau qui rentre dedans, c'est un réflexe, automatiquement je mets la langue dans le tuba pour pas que l'eau rentre dans ma bouche, mais c'est un réflexe, il n'y a même pas besoin d'y penser, quoi. Et avec les heures de natation, vous aviez besoin d'air, donc ça vous... Non, non, avec le tuba, de l'air, on en a tout le temps. Hein. Oui, mais ça vous pénalisait pas pour respirer, quoi. Non, pas du tout. Le seul problème, c'est, au bout d'un moment, c'est l'eau salée dans la gorge qui est irritante. Donc, de temps en temps, il fallait que je boive un peu d'eau douce pour enlever le sel, quoi, parce que sinon, à la longue, ça brûle. Vous avez parlé des premières prothèses que vous avez eues en première intention au tout début, qui étaient très lourdes et qui finalement vous gênaient. Et du coup, vous avez laissé tomber le système complètement pour passer à des choses beaucoup plus petites et puis, vous avez adapté vous-même vos moyens de tir. Non, après, je me suis aperçu qu'avec un simple moyen comme ça me suffisait, puis surtout, ça me rendait plus autonome. Parce que bon, il faut savoir que les prothèses, il fallait qu'on me mette les prothèses, qu'on m'habille par-dessus les prothèses. Et après, les prothèses, une fois que je les avais, j'étais obligé de les garder, même si c'était inconfortable, même si j'avais mal, même si je transpirais. Et tandis que là, ce système, je peux le mettre et l'enlever tout seul. Et puis, je peux m'habiller tout seul, je peux me déshabiller tout seul, qu'avec les prothèses, je ne pouvais pas. Et puis, même avec les prothèses, je ne pourrais pas conduire. Je n'aurais pas l'autorisation de conduire avec les prothèses. Donc, finalement, je suis beaucoup mieux comme ça. Après, c'est sûr qu'au début, quand ça vous arrive, vous pensez à l'esthétique et vous pensez que quand on va vous mettre des prothèses, eh c'est comme si vous avez des bras et personne ne remarquera rien, alors que non, on voit que ça. Et après, ce qui est important, c'est son confort personnel. Et votre retour d'expérience là-dessus, il a permis à vos médecins de proposer des choses... Ah, je sais pas, non. Non, je pense pas. Non, les médecins, ils développent toujours, ils essaient de développer les prothèses. Bon, à savoir que les prothèses qui existent maintenant, sophistiquées, bon, c'est bien beau, on vous montre ça dans les médias, mais c'est impossible de se les payer, ça coûte des fortunes. Et puis moi, en ce qui me concerne, voilà, j'ai passé trop de temps sans prothèse maintenant, pour même on me donnerait des prothèses super sophistiquées, non, ça resterait un corps étranger pour moi. Je suis quand même plus à l'aise comme ça. Et même si je tombais, ça m'aiderait même pas les prothèses. Je ne pourrais même pas retenir. Allez-y, lâchez-vous, hein, n'ayez pas peur. Hein. Il n'y a rien qui peut me déranger. Hein, Toi, je te connais, tu n'as pas le droit. Je voulais te remercier. Il y a 5 ans, 4 ans. Tu veux le micro? Non, on va te passer le micro parce que les gens ne t'entendent pas. On va te passer le micro. Voilà. Je ne peux pas te passer le mien, il est attaché. Oui, bonsoir. Donc oui, c'était connu donc, il y a 4 ans sur la plage de Tahiti, quand j'ai préparé le GR20. Tahiti en Corse, hein? Oui, la plage de Tahiti en Corse. Et je préparais le GR20. Et je me souviens par les réseaux sociaux, Facebook, c'est comme ça que j'ai connu. Et je me suis dit, putain, je vais aller sur son île, parce qu'il faut que je m'entraîne là-bas. Et je vais rencontrer, donc on s'est téléphoné, on s'est fixé ce rendez-vous ce matin-là à 7h du matin sur la plage. Et c'était avec Sarah d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, comment je vais l'aborder? Parce que c'est vrai que, voilà, le gars, je ne le connais pas, super sympa. Et en fait, ben voilà, il est tellement rayonnant que ben, je crois qu'on s'est fait la bise. Et puis hop, c'était parti. Puis ben, depuis, ben, il m'aidait aussi pour le GR20, parce que moi, je partais faire le GR20, mais sans valise. Et Thierry, son collègue, me dit, tiens, tu mets ça dans ton sac, comme ça, je te suivre. Puis voilà, puis c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. En ce qui concerne tous les petits trucs que j'ai fait plus tard, et je suis tenté aussi pour le surf, mais l'année prochaine. Là, vous êtes voir un hémiplégique encore, faut que j'apprenne ça, parce que ça me tente vraiment, quoi. Mais je passe d'abord la montgolfière et après, je dis tout ça, voilà. Et ça, on va se revoir. Question? Oui. Moi, je tenais aussi à remercier votre femme qui
Oui. Merci. Oui. Merci. Ouais, non, mais madame, non, mais madame, c'est 60% et moi 40%. Eh oui. Non, mais oui, parce que pour elle, c'est naturel, mais ce n'est pas forcément. En fait, je le cache. Le jour où je vais le montrer, elle va tomber de haut. Moi, quand je travaillais, c'est vrai que quand j'étais encore en activité, j'avais des collègues, tous les matins, ils venaient, me tendaient la main, ils disaient « Ah oui, c'est vrai, t'as pas de main ?» Parce que... Mais comme je dis, c'est à nous, c'est notre comportement qui fait que les gens vont nous juger handicapés ou pas. Si on ne parle que de ce handicap et on se cache derrière, forcément, les gens ne vont voir que ça. Après, si on a une attitude normale, les gens finiront par l'oublier. Oui. Exactement. Oui, c'est comme moi, au début, bon, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais c'est petit à petit. Et... Vous avez des valides qui ne s'acceptent pas, qui sont handicapés. Oui, mais après, oui, le handicap, c'est pas forcément physique. Hein. Ça représente beaucoup de temps de préparation physique aussi. Vous voyez que pour vouloir, donc il y a une préparation psychologique. Ah, tout à fait. Après. Qu'est-ce que ça représente? Parce que tout ce que vous avez fait, on vous voit faire des exercices. Oui, bon, après, moi, le sport, j'ai toujours baigné dans le sport depuis tout petit, donc j'ai jamais arrêté, quoi. Je vous dis, même quand j'ai eu l'accident, je me suis remis de suite au sport, donc j'ai toujours essayé de trouver un moyen de continuer à faire du sport. Donc après, comme je dis souvent, le meilleur moyen de ne pas y arriver, c'est de ne pas essayer. Ah, mais moi, les enfants, quand je vais dans les écoles, justement, je leur dis que s'ils travaillent, ils vont y arriver. Après, c'est pas toujours facile. Hein, il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, mais celui qui travaille, il est sûr d'y arriver, de toute façon. Après, voilà, il faut vouloir travailler aussi. Les choses ne tombent pas toutes seules non plus. On va taper sur le casserole.
dans les établissements scolaires, vous intervenez plutôt à la direction des primaires, vous allez aussi... J'ai fait des maternelles, j'ai fait des terminales, je fais même les petits, j'ai des bons contacts avec les petits, après bien sûr je change de discours, mais oui, j'interviens avec tous les enfants, hein. Puis chaque fois j'ai toujours un bon contact et ils sont heureux, hein. Et moi aussi d'ailleurs. Oui. Oui. Non, je nage aussi avec les palmes. D'ailleurs, quand j'ai commencé, je nageais qu'avec 2 palmes. Là, ça m'arrive lors des entraînements de nager avec 2 palmes. Mais Comment? Ah, mais pour moi, c'est quand même mieux la monopale, parce que bon, quand on nage avec 2 palmes, on s'aide des bras quand même. Tandis qu'en monopalme, les bras sont quand même moins importants, même si ça aide un peu. Mais ils ne font pas de propulsion. Tandis qu'avec 2 palmes, on se sert quand même des bras. Et puis, avec ce style de nage, c'est quand même la monopalme qui... Et puis en plus, ça ressemble à une queue de dauphin, donc c'est mieux. Comment? Mais je ne l'aurais pas demandé, mais... Oui, mais sur le dernier défi, en fait, tout le matin, quand je le mettais à l'eau, ils étaient à côté du bateau. Après, ils suivaient un peu, puis après, je les retrouvais le soir, quand je sortais de l'eau, ils revenaient. Donc j'ai l'impression qu'ils suivaient, quoi. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est assez agréable. Bon, après, moi quand je nage, je ne les voyais pas forcément parce que moi je suis dans ma bulle. Quand je nage, je suis dans ma bulle et par contre, c'est les gens qui sont sur le bateau qui en profité, quoi. Ils ont même posé des requins. Mais bon. Moi je ne les ai pas vus. Oui. Vous nous avez dit avoir abandonné les prothèses parce que c'était finalement plus handicapant. Oui. Quand vous vous mettez au surf, pourquoi vous accompagnez une planche qui est l'équivalent d'une prothèse, lourde, manipulée, et qu'on ne vous voit pas en body surf? Oui, je sais. On m'en a beaucoup parlé, mais bon, là, malheureusement, avec l'association Andy Surf et pour les championnats le body surf, enfin en handi, en parasurf, le body surf n'existe pas. Donc j'ai commencé par le surf, mais bon, après, je pense que je vais me mettre au body surf et pourquoi pas participer à des compétitions avec les valides en body surf, pourquoi pas. Mais c'est un projet, mais bon, ça ne fait qu'un an que j'ai débuté le surf, donc il faut que j'y aille petit à petit. Parce que la compétition a l'air quand même pour vous de représenter un moteur essentiel, plus qu'un mode de vie. Oui, non, moi, oui, la compétition me plaît beaucoup parce que ça me... Mais c'est surtout, moi ce qui me plaît, c'est la compétition avec les valides, pour montrer que quand on veut, on peut avoir le même niveau que les personnes valides et que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est handicapé. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça en course à pied, j'ai fait ça en natation. Bon, en surf, c'est pas possible parce que je peux pas me mettre debout, donc... Mais pourquoi pas en body surf? La compétition, moi, c'est surtout pour évoluer avec les valides. Aller dans les eaux froides, nager dans les eaux glaciales, c'est vous qui avez voulu le faire ou on vous a... Ouais, non, c'est moi, parce que j'ai rencontré un ami qui habitait au Groenland, justement, et en discutant, il m'a dit, oh, ça serait bien que tu viennes nager chez nous, tout ça, et puis j'en ai parlé à Pascal Olmet, l'ancien footballeur, qui a une association, justement. Il m'a dit, si tu veux, on peut essayer d'y aller. Moi, c'était un rêve de nager là-bas. Donc, c'est pour ça que je savais. Après, je savais comment. Ouais. Ah oui, non, mais moi, en général, j'agis et je réfléchis après. Et c'est vrai qu'il y a une anecdote, c'est que quand je suis rentré dans l'eau, ma femme pourra vous le dire, quand je suis rentré dans l'eau, je suis parti, puis il y a un ami qui était sur le bord, qui fait attention, elle est froide. Puis l'autre à côté lui a répondu, mais tu vois pas qu'il s'en fout. Et non, parce que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, moi j'étais fixé sur mon objectif. Donc, j'ai pas trop senti que l'eau était froide, je suis parti, j'ai nagé 20 minutes. Par contre, au bout de 20 minutes, ça commençait un peu à me piquer au niveau des cuisses. Et c'est là que j'ai décidé de sortir, parce que là, ça peut devenir dangereux. Mais après, j'avais fait des entraînements en rivière, l'eau à 3 degrés, 30 minutes, ça allait, quoi.
Mais après, moi, depuis des années, je nage tout le temps en maillot. Je nageais tout le temps en maillot, même l'hiver, en mer. Bon, l'eau était à 11,5 à peu près. Je nageais pendant 2 heures, à 11,5. Mais donc, mon corps était quand même habitué à supporter le froid. Moins 1,6. Parce que l'eau de mer gèle à moins 1,8. D'ailleurs, la première fois que j'ai nagé, il a fallu qu'ils cassent la glace pour que je puisse avancer. Mais après, c'est dans la tête. Je ne pense pas que, comme je dis souvent, il y a des gens qui me disent « tu es un surhomme ». J'ai dit « non, je suis un homme sûr ». C'est parce que j'y crois que je le réalise, forcément. Ouais. Non, mais bon, j'ai une femme, donc il faut que je l'aménage quand même, la pauvre. Donc, ouais. Après, moi, j'ai l'avantage que je supporte le froid, mais je supporte la chaleur aussi. Donc quand il fait très chaud, je ne souffre pas, et quand il fait froid, ben, je ne souffre pas non plus. Ça, c'était avant votre accident? Ah oui, j'étais pas frileux. Non, j'ai toujours été, je n'ai pas été frileux. Depuis le début. Bon, après, ça s'est peut-être amélioré avec le temps, parce que bon, je me suis habitué à nager dans le froid tout seul, mais bon, de nature, déjà, je ne suis pas frileux. Oui? Non, je mange normalement. Bon, bien sûr, beaucoup de sucre lent quand je fais des longs défis, mais sinon, après, non. Mais je cours plus, je courais avant, pendant 20 ans, puis après j'ai eu des problèmes de genoux, j'étais obligé d'arrêter de courir, parce que j'ai trop mal, j'ai été opéré déjà du genou pour l'arthrose, et donc la course à pied, c'est terminé. Puis bon, maintenant j'ai ma femme, donc j'arrête de courir. Si vous voulez voir comment Thierry dédicace, eh ben, il a son bouquin qui vous attend là, et il vous le dédicace si vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Bonne leçon de vie.